Donc bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Donc on arrive au dernier chapitre de cette série qui était l'identification d'un canari ou d'un chardonneret. Donc j'invite les nouveaux abonnés à regarder en fait les 3 premières ou les 4 premières vidéos, plutôt il y en a 4, pour mieux comprendre cette dernière vidéo qui sera dédiée en fait à la mutation FAO chez les canaris et chez les chardonnerets. Donc voilà, donc juste entre guillemets, je viens de recevoir en fait mes bagues 2022, donc les bagues CDE, hein, ce ne sont pas les bagues UOF, je ne les ai pas encore reçues. Donc voilà, donc c'est la même couleur que 2016. Donc, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, les bagues c'est 6 couleurs différentes et ça tourne en boucle en fait. Donc les bagues de cette année 2022 sont la même couleur que 2016. Ceux de 2017 étaient bleus, ça sera ceux de 2023. Ceux de 2018 étaient rouges, noirs, vertes, et après on revient sur la violette de 2021. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans les clubs les amis. Donc il y a beaucoup de personnes qui en fait ils sont pas conscients que dans les clubs on apprend beaucoup de choses. Dans les clubs on échange avec beaucoup d'éleveurs qui ont de l'expérience, avec des juges aussi. Et donc ici en France, il y a 2 gros clubs en fait. Il y a l'UOF, c'est-à-dire l'Union ornithologique de France, et il y a le CDE, donc le club des éleveurs de France. Et donc du coup, ces 2 organisations font qu'il y a certains clubs qui seront attachés au CDE et d'autres à l'UOF. Vous pouvez soit vous inscrire dans ces 2 organisations via les clubs, donc en vous inscrivant dans un club, le club il sera attaché soit à la première organisation, soit à la deuxième, ou soit vous pouvez vous inscrire directement, c'est des adhésions directes, sans passer par un club, mais par contre, vous serez bien sûr désavantagé, parce que vous ratez beaucoup de choses, beaucoup d'informations et beaucoup de partage. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à donner aux passionnés, aux amoureux des oiseaux, c'est si vous avez l'occasion de vous inscrire dans un club ornithologique, n'hésitez pas, c'est le meilleur moyen de devenir meilleur. Donc voilà les amis, on arrive en fait à la dernière vidéo, comme je l'ai dit, il s'agit en fait de la mutation FAO. La mutation FAO, elle existe quasiment chez tous les oiseaux. Elle ne concerne pas que le canari, elle ne concerne pas que le chardonneret. Elle existe chez le moineau domestique aujourd'hui, elle existe chez les Mexicains, les oiseaux mexicains, les canaris mexicains. Elle existe aussi chez plusieurs espèces d'oiseaux. Le FAO est une mutation liée à la mélanine, donc c'est pour ça que je l'ai laissé à la fin. Une fois qu'on aura compris le principe de la mélanine, je voulais qu'on aborde le FAO. Donc toute cette série-là, on a balayé quasiment 50% des standards des canaris. On a introduit aussi des choses qui sont techniques, un vocabulaire aussi technique. Et on va finir cette vidéo sur la mutation FAO. D'accord ? Donc je vous présente la mutation FAO. Donc le mot FAO vient du phaomélanine. Donc comme je vous ai expliqué, dans une plume, il y a 2 zones qui vont nous intéresser. Dans l'étude de la mélanine sur des plumes, il y a 2 zones qui vont nous intéresser. Le mélanine qui est l'intérieur de la plume et le phaomélanine qui est l'extérieur de la plume. Donc un petit résumé aux nouveaux abonnés. Donc l'intérieur de la plume peut se composer de 2 pigments, le brun, le noir ou le brun plus le noir. Et l'extérieur de la plume ne pourra se composer que d'un seul pigment qui est le noir. Et donc cette mutation FAO, le nom vient de quoi? Il vient en fait du fait que la plume elle est vierge de eumélanine. Il n'existe ni eumélanine brun ni eumélanine noire à l'intérieur de la plume. Par contre, elle est au maximum en fait de la concentration de le phaomélanine brun qui est autour des plumes, d'où le mot FAO. Et à savoir qu'aujourd'hui on ne parle plus en fait, ça c'était l'ancienne appellation, le FAO. Aujourd'hui on parle plutôt du Aurora chez le chardonneret. La mutation Aurora ou la mutation FAO veut dire la même chose. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment on est arrivé à cette mutation. La dernière fois, je vous ai expliqué que le FAO, c'est un pilier brun. Donc il fait partie de la branche des mutations brunes.
et pas les noirs. Donc du coup, on va reprendre la branche des bruns. Donc dans le brun, on avait le brun, en fait la première mutation brune. Après le brun, on avait l'Isabelle, la plume de l'Isabelle. Après l'Isabelle, il y a eu le satiné. Et donc du coup, ça c'est le faux. Donc comment les éleveurs ils ont travaillé cette mutation-là, sachant qu'ils avaient en fait ces trois mutations brunes. Donc le brun qui contenait le mélanine brun plus le phaomélanine, l'Isabelle qui contenait de le mélanine brun dilué plus le phaomélanine dilué, et l'Isabelle qui ne contenait en fait que de le mélanine brun qui était dilué au maximum. C'est-à-dire, il existait, mais on ne le voyait quasiment pas. Par contre, il n'avait aucun phaomélanine. Donc, vous avez compris que pour travailler le phao, on a dû choisir, en fait, sélectionner des oiseaux qui se rapprochaient un peu de la plume finale. Et si vous regardez, le satiné ne va pas nous intéresser parce qu'il n'a pas du tout le phaomélanine. L'Isabelle pourrait nous intéresser, mais c'est trop dur parce qu'il a le phaomélanine qui est faible, plus il a le mélanine qui existe toujours. Donc du coup, ça va nous faire 2 fois plus de boulot pour récupérer, pour faire prononcer le phaomélanine. Donc il va moins nous intéresser. Par contre, celui qui va nous intéresser, c'est le brun. Pourquoi? Parce que le brun, il a déjà le phaomélanine au maximum et en plus de ça, il a le mélanine. Donc les éleveurs et les chercheurs, ils ont travaillé le brun pour lui faire supprimer les pigments bruns de le mélanine et rendre cette plume-là au départ, la rendre comme ça en atterrissage. Donc du coup, vous avez compris, le travail le plus simple, c'était de partir d'une mutation brune, que ce soit chez le canari, que ce soit chez le chardonneret ou les autres espèces. En fait, les éleveurs, ils ont fait un travail de sélection, ils ont croisé les frères, les sœurs, les pères, les parents, les enfants, etc. pour nettoyer le centre de la plume, le rendre vierge et ne garder que l'extrémité de la plume qu'on appelle le phaomélanine brun. D'accord? Donc il y en a d'autres qui vont me dire oui, mais le classique aussi, il avait le phaomélanine. Et je suis d'accord, sauf que le classique, c'est la même chose que le brun, mais on a aussi le mélanine noir. Donc il était plus simple de partir sur du brun pour faire supprimer que les pigments bruns de l'intérieur, que de partir d'un classique pour faire le même travail que le brun, et en plus de ça, il faut se débarrasser des pigments noirs qui sont à l'intérieur. Donc vous comprenez très bien que si on serait parti d'un classique, on avait 2 fois le boulot à faire, et supprimer les pigments bruns et supprimer les pigments noirs. Alors qu'en partant du brun, on garantissait en fait le phaomélanine au maximum, pareil que le classique, mais on ne faisait supprimer que le mélanine brun qui était au centre de la plume. Alors que ici, ça nous faisait en fait 2 fois le boulot. D'accord? Donc voilà, donc on a compris en fait à quoi ressemble la plume du phao. On a compris aussi d'où vient le phao. Donc initialement c'était le brun. Donc maintenant, comment traduire ce qu'on voit sur la plume ici avec ce qu'on voit sur les oiseaux. Donc rappelez-vous, quand on avait parlé en fait des classiques, on avait dit que les classiques en fait se composaient des stries. Il y avait des stries et il y avait des interstries. Voilà, donc si je prends le brun, il avait de l'eumélanine brune dans les stries, comme ça, hop, comme ça, et il avait aussi du phaomélanine. Donc ça, c'était le brun. Ça, je vais le noter brun. Donc ça, c'est canari, brun. Le phao, en fait, qu'est-ce qu'il aura? Le phao, il aura aussi des stries, comme ça. Mais par contre, et on avait dit que le mélanine, c'était le centre de la plume. Et les interstries, c'était le phaomélanine. En fait, chez le phao, cette notion, elle est inversée. Phao. Cette notion, elle est inversée. Pourquoi? Parce que le mélanine est vierge, et c'est dans les interstries qu'on va trouver le phaomélanine. Donc, vous voyez très bien qu'entre le brun et le phao, en fait, les stries n'ont pas la même notion. Ici, les stries étaient pleins et les interstries étaient brunes. Ici, les stries, elles sont vierges parce que le centre de la plume est vierge. Et les interstries, en fait, contiennent le maximum du phaomélanine. Et ça correspond à ça. Ça correspond à ce que le centre des plumes, il est vierge. Donc, les vraies stries chez le brun,
qu'ils étaient chargés en eumélanine brune et que ça leur donnait en fait une couleur un peu foncée, noir foncé, brun foncé. En fait, chez le FAO, elles sont vierges, les stries elles sont vierges. Par contre, les interstries, elles sont chargées en phaomélanine. Et c'est pareil avec la plume d'à côté, en fait. Il va y avoir les interstries à chaque fois chargées en phaomélanine qui est brun, ce qui va donner des stries, en fait, des motifs chez le FAO qui sont un peu inversés par rapport au brun. Au brun, on voyait du noir, du brun, du noir, du brun. Ici, on va voir du blanc, du brun, du blanc, du brun, mais à comprendre que le blanc que vous voyez ici correspond au centre des plumes. Et chez le brun, le noir qu'on voyait correspondait aussi au centre de la plume. Donc n'allez pas croire que le brun que vous voyez sur les FAO correspond au centre de la plume. La logique, elle est inversée et je viens de vous expliquer pourquoi. Donc ça, ce sont les interstries et ça, ce sont les stries. Donc première chose. Deuxième chose, en fait, on arrive sur des corps du canari. Il y a certaines zones en fait du corps des canaris où on va voir que les stries sont devenues perpendiculaires à l'axe. Donc ça, ce sont les interstries. Donc ça, ce sont les interstries à chaque fois qui sont suivant l'axe des plumes. Donc on va voir ça sur le dos, on va voir ça aussi un peu sur la poitrine, sur la tête. Par contre, on va arriver à un moment donné sur des plumes qui sont dans les ailes, une fois qu'on a déployé les ailes, qui seront perpendiculaires en fait à l'axe des plumes. Et ça va correspondre à quoi? En fait, ça va correspondre à des plumes qui sont comme ça. Et on va voir une espèce de vague brune comme ça, qui est perpendiculaire aux axes des plumes. Donc du coup, en plus des interstries qui seront chargées en phaomélanine et parallèles à l'axe de la plume, au rachis, il va y avoir des zones sur les FAO où on a une espèce de vague de dents qui sont perpendiculaires en fait au rachis, qui va correspondre au bout des plumes, parce que les FAO, ils ont aussi une meilleure charge en phaomélanine dans les bouts des plumes, et on le voit quand on regarde les oiseaux de près, on voit très bien qu'ils ont en fait du brun brossé ici. Ça va donner en fait une espèce de dent un peu perpendiculaire en fait à l'axe du rachis. D'accord, donc on a vu la différence entre les motifs du brun et du FAO. Donc maintenant, on va regarder en fait les croisements. Donc je vais marquer le FAO maintenant chez le canari. Le canari. Donc quand on parle de FAO, on parle de yeux rouges. Pourquoi? Parce que le mélanine, qu'il soit noir ou brun, n'existe pas chez le FAO. Donc systématiquement, les yeux ils seront dépigmentés et les yeux des FAO ils seront rouges chez les canaris. Chez les chardonnerets, c'est pareil. Des fois, on a l'impression que les yeux ils sont noirs, ils ne sont pas noirs. C'est juste qu'ils sont rouges foncés et ça nous donne l'impression que les yeux ils sont noirs. Et donc du coup, je vous confirme que les yeux d'une mutation FAO est rouge. Après, ça peut varier du rouge clair au rouge foncé. Tout dépend en fait du phénotype et les croisements qu'on a fait pour atteindre en fait cette mutation. Première chose. Deuxième chose, si vous vous rappelez, je vais remettre ici un tableau que vous connaissez maintenant. Il s'agit en fait des couleurs, les couleurs de fond. Couleurs de fond. Hop. Donc ça, c'est chez les canaris. Je vous ai dit que ici, c'est la variation de la mélanine. Donc la mélanine qui va donner le noir, qui va donner le brun, qui va donner les dilutions, etc. Hop. Et le FAO, il fait partie de la variation de la mélanine, où le mélanine devient 0 et le phaomélanine passe à 100%. Donc FAO, il fait partie, en fait, cette mutation FAO, elle est liée à la mélanine. C'est pour ça que je vous ai fait des introductions en mélanine avant d'attaquer le FAO. Donc, rappelez-vous, l'axe ici, c'était le travail de la mélanine, et l'axe qui était ici, c'était les couleurs de fond. Donc, on a parlé du blanc dominant, on a parlé du jaune, on a parlé du rouge, on a parlé du mosaïque jaune, et on a parlé du mosaïque rouge. Donc ça, ce sont les couleurs de fond, soit unies, soit en mosaïque. On a dit que le noir, il existait dans ces 5 déclinaisons, le brun pareil, à chaque fois qu'on rajoutait une mutation liée à la mélanine,
on rajoutait à vrai dire 5 mutations. Pourquoi? Parce que c'est la mélanine plus les couleurs de fond. Eh bien tout simplement, le FAO, il existe en blanc dominant, c'est mon préféré, il existe en jaune uni, il existe en rouge uni, il existe en mosaïque jaune et il existe en mosaïque rouge. Voilà. Donc avec ça, vous avez compris, si je rajoutais une autre mutation à côté, par exemple l'opale ou autre, j'aurais rajouté en fait 5 couleurs de fond. Ce qui fait que le FAO aujourd'hui, il existe sous 5 couleurs de fond. Après, ne mélangez pas chimel intensif avec ça. Moi, je ne vous parle que de mélanine et de couleurs de fond. Je ne vous parle pas de chimel intensif. Il pourrait exister en chimel intensif. Il pourrait exister en UP et non UP. Et oui, le FAO, il existe en UP et en non UP. J'ai vu les premiers FAO UP Reggio Emilio en 2016 et j'étais surpris, mais bon, depuis ce jour-là, j'en ai pas vu, mais je vous assure que le FAO existe en UP, en tête lisse aussi. Je veux juste revenir sur un vocabulaire, un vieux vocabulaire qu'on utilisait. Avant, on disait que le FAO était récessif et dominant. En fait, on parlait d'une mutation FAO comme étant une récessive et d'autres y parlaient comme étant du dominant. Non. En fait, le FAO, on vient de voir que c'est deux choses. C'est le travail de la mélanine. La mutation qui est liée à la mélanine, elle est récessive. Donc là, je vais mettre récessive. Récessive. Les gens, en fait, qui vous disent que le FAO, c'est dominant, ils ne font pas référence à la mélanine. Ils font plutôt référence à la couleur de fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mutation mélanine, elle est récessive sur un fond blanc dominant. Donc n'allez pas, j'ai entendu des bêtises en disant que le FAO existe en deux types de mutations, la mutation récessive et la mutation dominante. Non, ça c'est une interprétation de certains. Mais quand on disait à l'époque le FAO dominant, ça veut dire on parlait d'une mutation mélanique récessive, ce qui est le cas aujourd'hui. Il n'existe pas d'autres FAO mélanine autre que récessive, mais sur un fond blanc dominant. Pourquoi? Parce que le fond il existe en jaune, en rouge, en mosaïque jaune, en mosaïque rouge, et interdiction de dire sur un fond blanc récessif. Donc si vous voulez en fait le mot blanc dominant, le mot dominant c'était un mot en trop qui a généré des confusions chez certains éleveurs et dans certains clubs. Donc du coup on aurait dû dire du FAO, donc quand on dit FAO, c'est systématiquement récessif, sur un fond blanc. Et le blanc, il sera forcément dominant. Pourquoi? Parce que si c'était un blanc récessif, on n'aurait même pas parlé de mélanine. Le récessif et l'albino, interdiction totale de la mélanine, qu'elle soit E-mélanine ou FAO-mélanine. Donc je voulais corriger ça. Première chose, c'est que les yeux rouges sont systématiquement chez le FAO. Il n'y a pas besoin en fait de rajouter yeux rouges ou rajouter. Je vois beaucoup d'annonces en fait d'oiseaux. Ils disent FAO yeux rouges, satinés yeux rouges. Les amis, il y a certaines mutations, c'est systématique. Les yeux rouges font partie de mélanine. Il n'y a plus de mélanine, les yeux vont devenir clairs. Et le FAO, il est récessif. C'est une mutation récessive qui doit exister chez les deux parents pour sortir des FAO. Première chose. Deuxième chose, quand on disait le FAO dominant, on parlait du FAO récessif sur un blanc dominant. C'est inutile de rajouter le blanc dominant. Pourquoi? Parce qu'il n'existera pas sur un fond blanc récessif, parce que le FAO mélanine ne va pas se voir. Le blanc récessif, il interdit le FAO mélanine. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, j'ai rien oublié. On va parler des croisements. Donc vous avez vu que le FAO, il existe en plusieurs sous-mutations, tête UP, tête lisse, plusieurs fonds, 5 fonds. Il y en a même qui appellent en fait chaque FAO sur un fond, on peut dire rubino, un truc comme ça. Moi je suis pas à jour avec ces informations les amis. Donc je vous explique juste comment comprendre les choses pour pas être perdu. Après vous pouvez aller voir en fait les noms associés à chaque fond. Chez le FAO. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors pour travailler le FAO, donc le travail, je vais marquer travail de cette mutation, et je parle toujours de Canaries, hein, je n'ai pas encore abordé le sujet chez les chardonnays, mais les chardonnays c'est plus ou moins la même chose, sauf que
et il va y avoir en fait une petite notion que je dois expliquer chez le chardonnay. Donc du coup, quelqu'un qui veut travailler le FAO, il faut qu'il cherche en fait des FAO. Et on a qui vont faire FAO, ils vont faire FAO fois FAO. Donc ce résultat-là, il va donner 100% de FAO. 100% de FAO. Par contre, on vient de voir que le FAO, il a les yeux rouges. Vous faites yeux rouges sur yeux rouges, vous ne savez pas ce que vous allez sortir comme jeune. Le FAO, c'est une mutation qui est fragile. Donc vous faites FAO sur FAO. Si vous avez des jeunes, ils seront encore plus fragiles que les parents. Deuxième chose, le FAO, c'est un oiseau, une mutation qui est délicate dans l'élevage. Donc faire les deux FAO, ça vous donne pas beaucoup de chances de réussite pour récupérer des jeunes, sans parler de la qualité des jeunes. D'accord? Donc FAO plus FAO, les gens qui veulent faire du FAO dès la première année est sûr, ça c'est une mauvaise stratégie les amis. Après, il y a du FAO, les gens qui vont faire le FAO sur un porteur de FAO, porteur. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Par contre, il y a des règles à respecter. Moi, j'ai visité beaucoup d'élevages dans ma passion et j'ai vu des gens en fait qui faisaient du FAO sur du porteur. Par contre, quand tu regardes en fait les règles de la transmission, en fait, ils ont détruit tout le travail dont on vient de parler en fait. Ils ont détruit ce travail-là. Le travail qui a été fait pour nettoyer la plume du brin de l'eumélanine, ils vont le détruire en mettant n'importe quel porteur ici. Donc les amis, ça c'est bien, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Le FAO que vous avez ici, il ne faut pas oublier qu'il a un fond. Donc, quand vous achetez un FAO ou vous comptez acheter un FAO, il faut savoir quel fond il a. Est-ce que c'est du blanc dominant, du jaune, du rouge, est-ce que c'est du mosaïque, rouge ou jaune? Le porteur que vous allez lui mettre en face, pourquoi aller chercher du classique? Pourquoi aller chercher? Mettez du brun les amis, quelque chose qui se rapproche du FAO, c'est le brun. Et mettez un brun avec un fond qui correspond à celui du FAO pour que les jeunes soient propres, pour pas avoir des plumes rouges à fond rouge ou mosaïque rouge, ici à fond jaune ou mosaïque jaune, et vous allez vous retrouver avec un fond qui est dégueulasse. Quelques plumes jaunes, quelques plumes rouges, quelques plumes orangées. Donc si vous voulez des jeunes, respectez cette règle-là. Des jeunes de bonne qualité, respectez cette règle-là. Donc premièrement, ne partez pas sur n'importe quelle mutation, essayez de vous rapprocher le plus du FAO. C'est le brun. Quand vous prenez un FAO, essayez de trouver le fond de ce FAO. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, revenez voir en fait la première vidéo de l'identification, la deuxième vidéo de l'identification d'un canari, comment se traduit le fond et vous pouvez le voir dans les interstries surtout. Deuxième chose, c'est que vous prenez le brun qui est proche du FAO, mais n'oubliez pas que le brun aussi peut avoir des fonds. Et essayez de prendre le même fond. Ça veut dire, si je prends un fond blanc ici, je suis sur un fond blanc ici. Si je prends un jaune, je suis sur un jaune. Si je prends un mosaïque, etc. Donc, n'essayez pas de croiser des fonds différents parce que le fond de vos jeunes, il sera différent. Et n'essayez pas de prendre une autre mutation que le brun si vous voulez que vos FAO, ils soient le 0 eumélanine. Parce que si vous mettez de l'Isabelle ici, vous aurez pas, l'Isabelle, il est là. L'Isabelle, en fait, il lui manque un FAO mélanine. Il a le FAO mélanine qui est dilué. Donc, vous allez perdre l'intensité de vos interstraits dont on a parlé tout à l'heure. Si vous prenez le satiné, il n'a pas de FAO mélanine, les amis. Donc, pourquoi vous prenez ces risques-là? Prenez une mutation qui a le FAO mélanine et le FAO, il a du FAO mélanine. Donc, là, vous êtes dans le cas... Vous avez optimisé la composition de vos couples et vos jeunes ils seront de meilleure qualité en termes d'interstrie, la couleur de fond, et en termes aussi de FAO mélanine. D'accord? Donc si vous respectez ces règles-là, donc FAO sur brun, porteur, donc le brun il est porteur bien sûr, donc porteur de FAO, vous allez avoir en fait ce croisement-là va vous donner 50% et 50%. Les premiers 50% sont des FAO le même fond que les parents. Donc les 50% de jeunes que vous avez obtenus, donc brun porteur de FAO avec le même fond que le FAO
qui a le même fond, vous allez obtenir 50% de FAO qui ont le même fond que les parents et 50% de brins qui ont toujours le même fond que les parents porteurs de FAO, pardon. Porteurs de FAO. D'accord? Donc en respectant ça, un autre conseil, quand vous achetez un FAO, il ne faut jamais acheter un FAO d'un côté et un brin de l'autre côté. En général, les gens qui font du FAO, ils ont toujours des brins porteurs de FAO. Donc quand vous achetez, si c'est un vrai éleveur de FAO, il y a certains éleveurs qui sont spécialistes dans le FAO, ils ont forcément des FAO plus des brins porteurs à vendre. Donc évitez d'acheter un FAO à droite et à gauche parce que vous allez trouver du mal à mettre la main sur des brins porteurs. Donc quand vous voulez travailler le FAO et vous voulez acheter vos oiseaux, essayez d'acheter des couples chez des spécialistes, des éleveurs qui sont spécialisés de la mutation. Toujours un FAO avec un fond, en face un brin porteur de FAO avec le même fond. Et le mieux, c'est de partir sur 2-3 couples d'un seul coup et pas prendre qu'un seul couple parce que quand vous aurez des jeunes ici, vous serez obligé de les croiser entre eux, les croiser avec les parents. Donc pour éviter ça, sachant que ces croisements avec les parents ou entre frères et sœurs, ça a bien marché dans les mutations, hein. Mais quand il s'agit d'une mutation qui est fragile comme le FAO, moi je vous le déconseille. Donc partez avec 2 couples, voire 3 couples, achetez chez le même éleveur, composés différemment avec de la non-consanguinité pour mieux en fait ce sont des cartouches pour les années suivantes, c'est pas que la première année qui compte, c'est au bout de 2-3 ans pour faire votre propre souche de FAO en partant de quelque chose d'une base qui est propre. D'accord les amis? Donc ensuite il va y avoir une autre personne qui va dire moi j'ai un FAO mais j'ai pas de porteur. Donc les gens qui vont pas trouver des brins porteurs et qui ne vont pas trouver beaucoup de FAO, en fait ils vont investir sur un seul FAO mais ils vont mettre n'importe quoi devant. Il y a une personne qui m'a dit oui toi la dernière saison tu avais mis FAO sur Isabelle. Je l'ai fait les amis, j'ai fait un FAO sur Isabelle. Premièrement, moi je travaille pas les canaris, je travaille les chardonnerets et les canaris ne me servent que pour nourrir. Donc premièrement, je n'ai pas fait cette composition-là comme j'avais fait UP allemand sur UP allemand, les deux ils sont UP alors que ça se fait pas. Comme j'avais fait brun rouge sur brun rouge, les frères et sœurs, ça ne se fait pas. Comme j'avais fait Isabelle rouge sur fille Isabelle rouge, aux yeux rouges tous les deux, ça se fait pas. En fait, moi, je fais 2 tours de chardonneret. Pendant les 2 tours de chardonneret, je mets en face des couples de canaris, de la même mutation. C'est juste un moyen pour m'aider à retrouver les œufs. Ils ont été switchés vers quel couple, vers quelle mutation de couple de canaris. Au lieu de se retrouver avec un UP allemand sur un FAO sur un UP allemand et me dire c'est lequel des couples FAO UP allemand, j'ai mis les UP allemands d'un côté, j'ai mis les bruns rouges d'un côté, les Isabelles rouges, les FAO, les récessifs blancs, j'ai mis récessif blanc sur récessif blanc, pareil, ça se fait pas. Mais c'était juste pour m'aider à retrouver, parce que les 2 premiers tours, je ne fonctionne que pour les chardonnerets. Le 3e tour, quand j'ai arrêté les chardonnerets, effectivement, j'ai supprimé tous mes couples de canaris, je n'ai gardé que 2 couples, un couple d'arlequin et le couple d'Isabelle sur la panachée, pour faire les jeunes de l'année, avec ceux qui vont me nourrir l'année 2022, les chardonnerets. Donc oui, je l'ai fait les amis, et je pensais que je m'étais arrêté pour vous expliquer que j'avais fait l'Isabelle aux yeux rouges sur un FAO aux yeux rouges, j'avais fait ce croisement-là, mais je n'avais en fait aucune, comment on appelle ça, je voulais pas récupérer de jeunes en fait, c'était juste pour nourrir les chardonnerets, pour m'aider à moi de retrouver les œufs de chardonneret vers quel couple je les ai switchés. Donc voilà. Mais par contre, ceux qui veulent sérieusement travailler le FAO, suivez ces règles-là, les amis. Et si vous avez des questions, il y a pas mal de spécialistes, éleveurs spécialistes qui ont de l'expérience sur les sites Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions dans les groupes Facebook. Donc il y a ceux qui vont trouver un FAO, qui vont trouver en fait une femelle FAO, mais ils auront du mal en fait à trouver un brin porteur. Ils peuvent le mettre avec un simple brin. L'idée c'est le fond encore une fois, donc n'oubliez pas cette histoire de fond s'il vous plaît. Essayez de trouver un simple brin mais avec le même fond et vous allez faire 100% de vos brins
avec le même fond toujours, même fond, mais qui seront porteurs de FAO. Donc vous n'avez pas d'autre choix. Si vous ne pouvez pas investir dans un brin porteur de FAO ou dans un deuxième couple brin de FAO, les amis, vous n'avez pas d'autre choix que d'investir dans un brin qui a le même fond que le FAO pour faire 100% de vos jeunes porteurs de FAO qui ils vont ressembler à ce parent-là, sauf qu'ils seront porteurs de FAO. Et ces brins-là, vous allez les recroiser avec le parent qui est FAO avec le même fond. Et là, au bout de 2 ans, vous allez vous retrouver avec vos propres FAO, qui n'est pas une souche qu'il va falloir fixer. Et je pense qu'on va faire une vidéo sur la création d'une souche et comment fixer une souche et comment faire nos propres souches. Donc là, vous récupérez des brins avec le même fond que les parents qui seront 100% porteurs de FAO, que vous allez recroiser avec le parent qui a le même fond. Et moi, cette technique-là, personnellement, je l'ai utilisée chez les chardonnerets, les brins pastels, je les ai utilisés chez les opales, je les ai utilisés sur plusieurs, sachant que le brin pastel, c'est lié au sexe, sachant aussi que l'opale, c'est récessif comme le FAO, donc ça marche à tous les coups. Donc quand on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas trouvé le bon porteur ou on n'a pas envie d'investir plus d'argent, vous pouvez faire ça, ça va juste vous prendre une saison de plus, une saison pour sortir vos porteurs, et la deuxième saison, vous êtes revenu sur le FAO, la vraie mutation qui vous intéresse, les amis. D'accord, donc j'espère que là je vous ai donné les informations que moi j'ai, sachant que je suis pas spécialiste du FAO chez les Canaries, parce qu'il existe sur plusieurs sous-espèces. N'hésitez pas à poser vos questions sur les groupes Facebook, les amis, il y a toujours des éleveurs spécialisés dans cette mutation-là. Et puis, si vous avez des questions, moi je peux vous orienter vers des éleveurs de FAO. Laissez-moi des choses sur les commentaires, vos questions sur les commentaires. Et si je ne sais pas personnellement répondre, je vous orienterai en fait vers le bon groupe Facebook qui pourra vous apporter des réponses. Les amis, je vais devoir passer sur la partie chardonneret rapidement pour corriger juste un truc. Hop, corriger juste une information. Donc là, je vais mettre chardonneret du coup. Donc la mutation chardonneret. Voilà, donc il y a certains éleveurs en fait qui connaissent pas cette mutation bien, à savoir que moi j'avais mis des années, enfin 3 ans, 4 ans pour connaître en fait les spécificités de cette mutation, faire un tour chez les éleveurs et l'été dernier j'étais toujours en train de faire un tour chez les éleveurs, les grands éleveurs. Donc je dis les grands éleveurs, il y avait Sharif qui avait des FAO, il y avait Freddy qui avait des FAO, son fils Yoran qui avait des FAO, il y a des éleveurs ici en France qui ont des FAO, je ne vais pas citer leur nom, il y avait Mimo en Belgique qui avait des FAO, et j'ai beaucoup discuté avec Oscar et avec Massimo. Donc voilà, donc j'ai beaucoup échangé, des photos, FAO, pas FAO, comment machin. Donc du coup j'ai mis beaucoup de temps en fait avant de me lancer dans la mutation FAO chez les chardonnerets. Il y a deux sujets en fait. Il y a 2 sujets à voir. Donc déjà le FAO chez le chardonneret, l'origine. Donc je vais parler d'origine FAO. Et il y a deuxième chose, on va parler en fait du pastel. Pastel contre FAO. Donc ça, c'est 2 sujets qui sont très sensibles en fait chez le chardonneret en mutation. Je vais parler du premier, en fait le FAO. Le FAO, comme on vient de voir chez le Canari, c'est pareil que chez les chardonnerets. Les mutations chez les chardonnerets, elles sont juste un peu en retard par rapport au Canari, mais c'est plus ou moins en fait le même travail. Donc le FAO chez le chardonneret, il vient du brun, ou certains ils disent il vient aussi du classique, mais c'est tout à fait recevable. Pourquoi? Parce que le classique aussi, il a du FAO mélanie. Par contre, les amis, qu'il vient du brun ou qu'il vient du classique, l'atterrissage est le même, la plume elle est la même. 0 E-mélanine et 100% de FAO mélanine. Et le FAO mélanine n'existe pas en noir, il n'existe qu'en brun.
Donc les gens qui disent moi je veux un FAO brun, moi je veux un FAO classique, bientôt il va y avoir des FAO agate, bientôt il va y avoir des FAO humo. Les amis, c'est contre la génétique ce qu'on est en train de dire. Un FAO agate, moi je l'ai entendu sur Facebook, c'est faux. L'agate, il a de l'eumélanine à 100% noir et 0% FAO mélanine. Comment vous pouvez parler d'un FAO agate? Comment vous pouvez parler d'un FAO humo? Comment vous pouvez parler d'un FAO lutino? Ça n'existe pas, les amis. Il y a des FAO qui ont été travaillés à partir d'une souche brune, il y a des FAO qui ont été travaillés à partir d'une souche classique. Moi, honnêtement, en cherchant, les FAO, ils ont été travaillés sur le brun, à partir du brun. Mais apparemment, il y a des éleveurs ici en France, ils ont l'information que certains FAO ont été travaillés du noir. Les premières souches, je parle pas des classiques porteurs de FAO qu'on a aujourd'hui. Moi-même, j'ai dans mon élevage des classiques porteurs de FAO. Mais je vous dis la souche d'origine, les premiers FAO qui ont été sortis, moi j'ai découvert qu'ils ont été sortis du brun. Mais par contre, je suis capable de comprendre que il y avait des premiers FAO aussi qui sont sortis du classique. C'est la génétique qui parle. Pour récupérer cette partie-là, on efface le milieu. Pour récupérer cette partie-là, on efface le milieu. Donc jusqu'à là, on suit. Par contre, la plume finale, les amis, qu'elle soit à partir du brun ou à partir du classique, la plume finale, elle est la même. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, en fait, qui voient des FAO clairs, ils pensent, ils disent, c'est un abus de langage, encore une fois. C'est pour ça le vocabulaire technique est important. Ils disent, moi, je veux du brun FAO. D'autres, ils disent, moi, je veux du classique FAO. Ça n'existe pas. Le brun FAO, ça peut être un porteur de FAO, un brun porteur de FAO. Et le classique FAO, ça peut être un classique porteur de FAO. Mais il n'existe pas de mutation FAO à 100% en brun ou en classique. Parce que leur plume, c'est la même. C'est une plume vierge au milieu et elle a le FAO mélanine. Peut-être que l'origine, c'est du brun ou du noir, mais l'atterrissage, le FAO final, il est le même. Qu'il vient de là ou qu'il vient de là, le phénotype final, c'est le même. Il est dépourvu de mélanine et il a 100% de FAO mélanine. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais exposer. Deuxième sujet, les amis, comme dans l'agate, il existe des clairs, des foncés, dans le classique, il existe des clairs, des foncés, dans le brun, il existe des clairs, des foncés, le FAO, il existe aussi des clairs et des foncés. Suite à quoi? Premièrement, suite à des FAO qui sont porteurs de têtes blanches. Deuxièmement, suite à des FAO qui sont des têtes blanches. Et troisièmement, suite au fond du FAO. Comme chez le canari, il y a un fond blanc, il y a un fond jaune, il y a un fond machin. Chez le chardonneret, il y a un pourcentage de fond qui est jaune et un autre pourcentage qui est blanc. Donc quand le pourcentage du blanc il est majoritaire, vous avez l'impression de voir un FAO qui est clair. Et vous pensez que c'est du FAO brun. Non, le FAO, il est unique. C'est un FAO, c'est une mutation unique. On ne peut pas dire un FAO agate. Moi, j'ai entendu des FAO agate et des humo FAO. Ça n'existe pas, les amis. D'accord? Donc, l'origine du FAO, c'est le brun. Je peux comprendre que le classique aussi, mais le FAO final, il est unique. Il n'y a pas d'un FAO brun ou un FAO. Quand on dit un FAO brun, c'est un brun porteur de FAO ou un classique porteur de FAO. Et donc, les nuances de FAO que vous avez, des FAO qui sont clairs, d'autres qui sont pas clairs, c'est lié à la couleur du fond. Et la couleur du fond, elle peut être jaune et blanche, elle peut être blanche, elle peut être plus claire parce que l'oiseau il est porteur de tête blanche, parce qu'il est tête blanche. Quand les oiseaux ils sont tête blanche, en fait, la caroténoïde elle se fixe beaucoup mieux. Et ce qui a été effacé dans la mélanine, le mélanine, en fait, il sera remplacé parce que les capteurs, ils sont libres et la caroténoïde jaune, elle va s'installer et ça va vous donner, en fait, des FAO qui sont plus ou moins clairs. C'est ce qui explique les teintes différentes chez le FAO. Voilà. Il y a des photos qui circulent concernant, en fait, un brun FAO qui aurait les rémiges diluées en brun. En fait, juste pour vous faire un dessin, ça va être un truc comme ça. Donc ce phénotype sauvage, je l'avais déjà vu en 2016, pareil. En fait, il va correspondre à une dilution dans les plumes. C'est du brun, en fait, à partir du brun, il y a une dilution que je ne connais pas dans le détail. Donc c'est Raphaël.
Donc c'est une mutation dominante qui n'est toujours pas reconnue par le comité italien, ornithologique italien. Par contre, ça fait 2 ou 3 ans, il y a certains vendeurs qui vont l'acheter là-bas et ils viennent ici en France pour la vendre sous prétexte que c'est du brun fao. Je viens de vous expliquer, le brun fao n'existe pas. Quand on dit brun fao, c'est un brun porteur de fao. Point barre. Par contre, cette mutation qui est dépourvue je vais vous mettre des photos en parallèle, qui est dépourvue de phaomélanine, mais qui a de l'eumélanine brun dilué, ça s'appelle la mutation Alabatro. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais moi je l'ai vu pour la première fois en 2016. Et c'est Massina Salvo qui m'avait présenté cette mutation-là, qui venait de chez Raphaël. Et donc Raphaël se bat toujours, il a fixé cette mutation qui est dominante, il la vend, mais par contre, elle n'est pas reconnue comme étant une mutation officielle. Ni dans le standard, ni dans les concours. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, parce qu'il faut des années avant de définir en fait un standard d'une nouvelle mutation. Mais moi je vous dis, ne vous faites pas avoir. Le FAO, il est le même. C'est les FAO qu'on connaît avec les ailes cendrées. Par contre, quand on vous propose un brun FAO avec les rémiges eumélanine brune qui sont diluées et zéro phaomélanine, ils sont un peu rosés en fait. Les rémiges sont un peu rosés parce qu'il n'y a pas de phaomélanine, et comme par transparente les pigments ils sont dilués, vous avez l'impression que les ailes elles sont un peu rosées. Donc ça c'est une mutation qui s'appelle l'Alabatro. Vous pouvez contacter Raphaël, vous pouvez contacter les spécialistes italiens sur Facebook dans les groupes, et ils vont vous expliquer en fait ce que c'est cette mutation. Donc je sais qu'il y a des vendeurs qui vont l'acheter en Italie et ils viennent la vendre ici en France comme étant du brun FAO. Ça n'existe pas les amis. En plus ils vont vous la vendre avec un autre brun qui vont vous dire oui, le brun il est porteur de FAO et celle-ci c'est du brun FAO. Donc comme ça ils vont vous vendre un couple. Mais non, cette mutation déjà elle est dominante. Il suffit d'avoir juste un mâle ou une femelle et vous allez la voir. C'est comme la panachure, c'est comme la mutation jaune. Et contrairement à la perlée. Donc la mutation perlée elle est récessive. C'est comme le FAO. Sauf que l'Alabatro, c'est une mutation qui est dominante. Elle a été travaillée par Raphaël, il a réussi à la fixer. Par contre, elle n'est pas reconnue. On ne sait pas ce que ça vaut. Aujourd'hui, en Italie, elle se vend. Elle a commencé à rentrer ici en France avec des faux noms. Sous le FAO brun, ça n'existe pas. Donc, je souhaitais corriger ça. D'accord ? Donc, deuxième chose, c'est le pastel contre le FAO. Donc, quand on a parlé du pastel, les amis, on a dit que le pastel, c'était un mélange de mélanine brune et le mélanine noire. Il arrive que certains pastels, en fait, il arrive que, donc ça, c'est lié au sexe. Donc, ça, c'est une mutation liée au sexe. Et ça, elle est récessive. Donc du coup, quand on avait parlé du pastel, on a dit que le pastel, les mâles ils peuvent être porteurs, mais pas les femelles. Pourquoi ? Parce que le mâle il a besoin de porter 2 fois le pastel pour que ça se voit. La femelle, elle peut pas être porteuse. En fait, il y a aussi des faux noms, encore une fois, c'est pour ça le vocabulaire technique est important. Il faut utiliser les bons termes, les amis. Moi, j'ai entendu parler du double pastel. En fait, c'est du pastel qui ressemble un peu au FAO. Du double pastel. Moi, j'ai entendu parler du super pastel. Hop. En fait, ces noms-là n'existent pas. Le double pastel, il existe, mais il peut être un simple phénotype, il peut être finalement un simple pastel. On parle de double pastel quand le mâle, il porte 2 fois la mutation pastel. Mais elle peut se traduire comme étant un simple pastel, comme elle peut se traduire par le pastel qu'on appelle le pastel bien marqué. La pastelisation en fait de l'eumélanine, bien marqué. Mais c'est pas un gage. Le fait de faire des jeunes mâles double pastel ne va pas vous faire ressortir en fait les ailes argentées. Donc inutile de dire double pastel parce que sinon, si ça c'était vrai, tous les pastels qui ont les ailes argentées, en fait ils portaient 2 fois le pastel. Comment expliquez-vous que des femelles pastel, elles ont aussi les ailes argentées? Ailes argentées. Comment expliquez-vous? Si l'aile argentée a un lien avec la mutation des parents,
Je veux bien comprendre un jeune mâle, il peut être double pastel ou il peut être super pastel et ça se traduit par des ailes argentées. Mais comment expliquez-vous qu'il existe des femelles pastel avec des ailes argentées alors que la femelle ne peut porter qu'une seule fois le pastel? Donc s'il vous plaît les amis, un double pastel il existe mais il est différent des ailes argentées. Rien à voir. Il peut ressembler à un simple pastel. En fait, un truc comme ça, pastel, et un autre qui est porteur de, je sais pas, je vais te dire un truc, humo pastel, pastel porteur de humo pastel, ils peuvent se ressembler, extérieurement, ils peuvent se ressembler. Donc, double pastel ne signifie pas des ailes argentées. Deuxième chose, super pastel, c'est notre ami Canari ou Chardonnay du Vexin, qui est très bon, c'est un très bon éleveur, moi j'ai été chez lui une fois, donc bien organisé. Donc il dit super pastel, c'est pour atténuer justement le vocabulaire qui part dans tous les sens. Il y a des gens qui vendent ce pastel bien marqué comme étant du FAO, d'autres qui parlent du double pastel alors que c'est pas forcément du double pastel. Donc voilà, donc super pastel pour moi c'est un bon compromis. Super pastel, c'est bien marqué, pastel qui est bien marqué. Et ça concerne les femelles comme ça peut concerner les mâles, les amis. Arrêtons de dire que du double pastel n'existe pas dans les femelles. Donc arrêtons de dire que c'est lié, l'aile grise liée au double pastel. Donc maintenant, la question c'est comment reconnaître le vrai FAO du pastel qui est bien marqué. Premièrement, c'est le FAO mélanine. FAO mélanine. Et deuxièmement, c'est le mélanine. Mélanine. Vous prenez une plume. Si la plume n'est pas blanche dans le centre, c'est que c'est du pastel. Vous prenez une plume, vous regardez si la plume elle est brossée avec du brun sur le contour et surtout dans la pointe de la plume. Si c'est le cas, c'est du FAO. Si c'est pas le cas, c'est du pastel. Les amis, dans le FAO, il n'y a pas de noir. Dans le FAO, il n'y a pas de mélanine brune. Il n'y a que le FAO mélanine brun. Dans le pastel, il y a de l'eumélanine et noire et brune et il n'y aura pas de FAO-mélanine comme chez le FAO. Donc pour connaître la différence, vous avez deux choses. Cette série, elle sert à ça. Il y a le FAO-mélanine et le mélanine, les amis. Une fois que vous connaissez la structure d'une plume, ce qui existe et ce qui n'existe pas, personne ne viendra vous vendre un pastel bien marqué pour vous dire que c'est un FAO et vice-versa parce que vous connaissez l'origine et vous savez ce qu'il faut, personne ne viendra vous raconter des ragots. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.